bonsoir tout le monde. J'imaginais... Secret de designer. Tout un programme. Je savais que les secrets intéressaient en général les gens, mais c'est une agréable surprise pour moi que de voir l'intérêt que vous portez au secret d'un designer, Ronan Bourlec. Merci d'être aussi nombreux dans cet endroit magique, le théâtre du Capitole. Merci à Toulouse Métropole, merci à la mairie de nous avoir permis d'y accéder. Il se trouve que notre date était raccord avec le forum, c'est inscrit. Aujourd'hui, il y avait lieu le forum de Toulouse Patrimoine. Voilà. Merci également à Blandine, elle sait pourquoi. Et merci également à Monsieur le maire, Jean-Luc Moudin, qui est ici présent, à qui je voulais exprimer mon plaisir de pouvoir parcourir avec lui, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les 2-3 mois, avec Jean-Luc Moudin, qu'on parcourt la ville pour commenter, décrire, apprécier les travaux, les chantiers effectués et qui sont en cours. Et j'avoue que à travers cette télé que nous avons créée il y a bientôt 7 ans, qui s'appelle Kansei, j'ai le plaisir avec lui de pouvoir découvrir un personnage qui est passionné par sa ville et qui fait plein de choses. Donc vous imaginez bien que je suis un grand défenseur des travaux qui sont en cours, puisque Kansei TV témoigne de l'actualité, de l'urbanisme, de l'architecture, du design, et forcément, je suis ravi de pouvoir le faire avec lui. Voilà. Donc j'invite Jean-Luc Moudin, qui a bien voulu introduire cette soirée avec nous. Jean-Luc. Bien, bonsoir à tous. Quelques mots, parce que c'est pas pour moi que vous êtes venus, vous avez bien raison. Pour vous dire bonsoir, pour vous souhaiter la bienvenue ici au Théâtre du Capitole, Théâtre du Capitole de Toulouse, équipement métropolitain désormais. Et je suis heureux de souhaiter très chaleureusement et avec toute mon admiration la bienvenue à Ronan Bourlec, qui est là, au premier rang, qui arrive de Bretagne et que nous applaudissons. Stéphane l'a dit, effectivement, aujourd'hui s'est tenu ici un forum sur le patrimoine. Effectivement, il y a 2 ans, j'ai souhaité que la ville de Toulouse organise un forum avec tous les acteurs privés, publics, qui sont compétents ou qui sont motivés par les questions du patrimoine, puisqu'avec l'équipe que j'ai le plaisir d'animer, nous avons décidé de faire du patrimoine un vecteur majeur de l'action de la mairie de Toulouse, en considérant que jusqu'ici, beaucoup de choses se sont faites, bien évidemment, à Toulouse. Il y a eu ici ou là beaucoup de rénovations, de restaurations, de reconversions de tel ou tel élément, de tel ou tel site du patrimoine toulousain. Mais j'ai estimé qu'il manquait une vision d'ensemble, une ambition globale. Et donc, nous y travaillons depuis 3 ans et demi à écrire un projet d'ensemble pour faire du patrimoine de Toulouse un véritable vecteur de développement, d'attractivité, et je le dis sur le plan économique. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir de la considération pour les vieilles pierres, mais bel et bien de prendre conscience que nous avons là un ressort de croissance que nous n'avons pas suffisamment exploité, ne serait-ce que sur le plan de l'attractivité touristique. Donc nous avons commencé une démarche qui va nous permettre de déposer un dossier de candidature à l'UNESCO. Nous avons également commencé un inventaire du patrimoine remarquable, public et privé dans le centre-ville. Ça prendra un certain temps, ça débouchera sur un plan de sauvegarde. Et puis, Stéphane en a parlé, nous avons initié un grand nombre de travaux pour embellir Toulouse, pour mettre en avant le patrimoine urbain, pour également renouer avec un certain nombre de joyaux et de sites de Toulouse, et puis également, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des technologies extrêmement performantes sur le plan
de la chute de la dépense énergétique, de mettre Toulouse en lumière, les sites remarquables, des monuments remarquables. C'est agréable pour les Toulousains, c'est intéressant pour les touristes. Et donc c'est l'ensemble de cette démarche que nous construisons avec un forum, effectivement, qui rassemble la totalité des intervenants. Et aujourd'hui, on tenait le deuxième forum pour faire le point. Voilà. Alors, on est ici dans un lieu emblématique, Stéphane l'a dit, emblématique d'une tradition de Toulouse avec une particularité. La mairie de Toulouse est bien la seule mairie de France qui abrite en son sein un théâtre, ce qui est très intéressant sur l'ADN culturel de la cité. C'est un théâtre qui peut paraître traditionnel par la décoration. En réalité, toutes celles et ceux qui viennent et qui assistent ici à de très beaux spectacles savent que les pièces sont revisitées, les décors sont contemporains. Autrement dit, c'est un endroit qui synthétise parfaitement, et je le souhaite, le passé et l'avenir, la tradition et l'innovation. Et justement, quand on parle de patrimoine dans une ville comme Toulouse, qui est une ville capitale universitaire, de recherche, d'innovation, de nouvelles technologies, d'entreprises performantes, justement quand on parle patrimoine dans une ville comme la nôtre, eh bien forcément le patrimoine, ce n'est pas un renvoi au passé, mais bel et bien une ouverture à l'avenir. Et je suis vraiment très honoré qu'on puisse recevoir un grand nom du design reconnu internationalement. On le doit à Stéphane, à son initiative. Je le remercie très chaleureusement lui aussi. Et si Toulouse est capable d'être au rendez-vous du patrimoine sous un accent traditionnel, et en même temps toujours dans une dynamique d'innovation et de création, alors je crois qu'elle réunira les atouts gagnants, et je suis sûr que les Toulousains pourront converger dans cette ambition. En tout cas, je souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie Stéphane, une fois de plus, de son initiative. Merci Jean-Luc d'avoir pu parler sans notes, ça me met en valeur, c'est cool. Bon, je vais être obligé de faire comme je peux. Alors, juste, Ronan, je m'adresse à toi, à vous, parce que toute la journée on a passé ensemble un superbe moment. On a commencé par une conf de presse à 13h où c'était juste passionnant. Il y avait des journalistes qui étaient, comme moi d'ailleurs, assez admiratif. Juste la petite histoire, nous, dans notre métier du design, comme je dis souvent, on est que des petits commerçants, j'aime bien cette expression, et on a l'occasion de traverser les salons Milan, Cologne, etc. Et puis, ça faisait longtemps que moi je voyais Ronan, mais que lui, vous imaginez, ne me voyait pas, quoi, puisqu'il il était dans les salons, et donc forcément les designers sont parfois présents. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut quand même on doit pouvoir faire quelque chose avec Ronan, parce que, comme vous savez, je viens de le dire, j'aime la ville de Toulouse. Je me suis dit, un jour, je vais aller lui dire qu'il faut qu'il vienne nous parler, qu'il vienne se présenter. Alors je suis allé vers lui, et j'ai dit, voilà, Ronan, je suis à Toulouse. Il m'a regardé un peu comme ça, vous imaginez bien. Il s'est dit, bon, ouais, voilà. Et puis, il se trouve qu'un jour, j'ai un peu attendu, comme il disait tout à l'heure, c'était rigolo, et on était à une soirée, on avait peut-être un peu bu, j'ai attendu qu'il ait un peu bu, peut-être, j'en sais rien. Et puis il m'a dit oui, il m'a dit oui, je vais venir. Et puis après, j'ai ramé pendant 2 ans, vous savez, comme quand on rame pour draguer une fille un peu. Et il m'a fait ramer pendant 2 ans, mais il m'avait dit oui, et il me disait jamais non, il me disait bientôt. Et puis il se trouve que cette date que nous avons proposée était raccord, comme je disais tout à l'heure, et donc là il a dit quand, et donc c'était ce soir. Voilà. Donc l'objectif, Ronan, c'est de mieux vous connaître, c'est ça l'objectif de la soirée. Donc vous avez ici une salle qui est complètement acquise, on va dire, à votre cause. Vous avez une sélection d'amis, de partenaires, de collaborateurs, de clients, qui partagent tous la même passion pour la discipline du design, de l'architecture et de l'urbanisme, et particulièrement de votre travail, que nous mettons, nous, en valeur dans nos magasins, les magasins que vous connaissez du centre-ville. Je dirige un groupe qui est centré au départ en 1986 sur l'aménagement des espaces de travail, Odos. Donc d'ailleurs, je salue la fondatrice ici présente, Madame Odos, et mon papa qui sont là.
Et nous diversifions nos activités vers le mobilier d'intérieur, sur le boulevard Carnot, l'extérieur avenue de Muret, et ensuite l'objet, puisque on est allé au Concept Store tout à l'heure, avec Train Toto, que nous ouvrons le premier à Carnot en 2003. Et depuis 2 ans, nous avons monté un centre logistique pour le service. Voilà. D'ailleurs, cette année-là, en 2003, juste un petit rappel, Ronan, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque nous, on a ouvert notre premier magasin, vous avez été, vous, distingué créateur de l'année au Salon du Meuble. Se suit après, on va essayer de se suivre un peu plus. Voilà. En tout cas, je voudrais dire que ma vie professionnelle a évolué avec le développement de votre travail. On en a parlé tout à l'heure, parce qu'au début des années 2000, des nouvelles propositions de structuration d'espace, on parlait de Joy, sont faites et vous en êtes le chef de file. Et nous, on a pu suivre après toutes les créations dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Voilà, j'ai assez parlé, je crois que je vous invite à... J'ai mis autant de micros sur moi là. Je vous invite à regarder le film pour qu'on puisse mettre le contexte de Ronan, et ensuite Ronan me rejoindra pour qu'on puisse converser et peut-être éventuellement des questions de la salle aussi si ça vous intéresse. Voilà. Bon film. Juan Bouroulec ont investi la ville avec 4 expositions dans 3 lieux différents. Au Fonds régional d'art contemporain, une sélection de leurs pièces phares témoigne de l'étendue de leur champ d'action. D'un robinet à un kilim artisanal, d'un téléviseur high-tech à une chaise aux lignes organiques. Des objets dont certains sont devenus des icônes du design. Notre travail, c'est de produire des objets avec une certaine présence, une affirmation d'une présence sans être une espèce d'objet bavard, de bavardage inutile. Cette exposition joue la carte didactique en mettant en avant les processus industriels nécessaires à la fabrication des objets. Car chez les Bouroulec, chaque détail est minutieusement pensé. Là, il y a un rapport assez intéressant entre ce cuir qui est presque bourgeois et ce côté rustique de cette finition, cette espèce de brutalité, de coup de marteau sur le fer. C'est souvent l'association de ces matériaux, le dialogue entre eux qui amène le langage de nos objets. La forme m'intéresse de moins en moins, c'est plutôt la question de l'atmosphère qu'un projet va produire dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est exactement comme un sachet de thé lorsqu'il diffuse son parfum, sa couleur dans une eau bouillante. Une préoccupation que l'on retrouve dans le premier projet d'aménagement urbain des frères Bouroulec, un répertoire de formes nouvelles en lien avec la nature, simple et intrigant. Il y a beaucoup de paramètres dans le design, l'architecture, les arts appliqués de manière générale, qui font appel à, je dirais, un comportement un peu instinctif. Des fois, il suffit de suggérer pour que la fonction se passe. Jardins flottants, forêts suspendues, pergolas, chapiteaux lumineux sont autant d'invitations à vivre la ville autrement. La plateforme tournante est un des plus beaux périmètres qu'on ait pu faire parce que dans le fond il est totalement invisible, mais juste par ce très très léger mouvement, il change la nature de l'espace à cet endroit-là. Se réunir, s'asseoir, se promener, travailler, prendre un café, les rêveries urbaines des Bouroulec n'imposent rien mais permettent tout. Elles réussissent à créer des petites fictions dans la ville tout en apportant des solutions à nos modes de vie contemporains. Où il est ? On a où ? C'est un gag, s'il est parti, ça craint. Je ne supporte pas de me voir ni de m'entendre, donc je suis sorti quand le film a commencé. Ok, très bien. Donc, Ronan, partons du début de l'histoire, parce que c'est bien qu'il y ait un début d'histoire. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous connaisse mieux, hein, même si j'ai passé un petit bout de journée avec vous, hein, je vais le faire partager. Donc, comment vous êtes-vous orienté dans un premier temps dans le design comment on devient designer? Et y a-t-il un événement précis à l'origine de cette décision, de ce choix?
Non. J'éprouvais un profond ennui à l'école qui s'est soldé par une situation très chanceuse. Au moment où je rentrais au lycée, une formation s'est créée qui était une formation liée aux arts appliqués. Pour moi, c'était une renaissance. D'un seul coup, l'école est devenue un endroit extraordinaire. J'ai commencé à faire de la photographie, dessiner de manière plus sérieuse, à inventer des objets, à les mettre au point. Et j'ai l'impression à cette époque-là d'être monté dans un train qui continue à rouler à une vitesse assez... Donc j'ai une très longue carrière, j'ai 46 ans aujourd'hui, et je crois que la première exposition que j'ai faite était à 18 ans. Donc les choses se sont passées petit à petit, assez souvent dans des conférences, dans les écoles, dans des discussions avec des étudiants. On me demande la méthodologie qu'il faut pour réussir ou pour avoir un peu de succès. J'ai pas trop pas grand chose à dire à ce sujet, si ce n'est que, effectivement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai aussi beaucoup travaillé, ce qui fait la succession de ces projets. Certains sont de réussite et beaucoup de catastrophes aussi. Beaucoup de catastrophes aussi. Oui, certains projets prennent des années, on attend un résultat extraordinaire et puis en fin de compte ça ne l'est pas, quoi. C'est comme un film, c'est comme une chanson. On peut mettre beaucoup d'attentes et d'illusions dans une recherche et puis en fin de compte ça ne marche pas. Mais bon, la balance reste positive. La quantité des projets qui marchent est supérieure à celle qui ne marche pas. J'avais pas prévu de poser cette question, sauf que tout à l'heure vous avez parlé d'un truc intéressant, c'est que vous disiez que ça n'existait pas en fait le design était en France, enfin il n'y avait pas de force en fait du design en France, c'était pas une reconnaissance en fait comme les architectes ou les photographes. On a la chance d'avoir un homme politique ici, c'est pour ça que il est intéressant de savoir qu'en fait ce métier n'a pas de statut administratif, c'est surprenant parce qu'il n'existe pas en fait. Et quand on considère, sur le plan économique notamment, les réussites importantes industrielles aujourd'hui, elles sont quand même très largement associées au design. On peut parler d'Apple, on peut parler des grandes compagnies de la Silicon Valley. Sans le design, ces entreprises ont certes un certain nombre d'idées, mais c'est quand même le designer qui est là pour mettre en forme et dans une situation d'intelligence collective, transformer ces idées en des objets. L'iPhone est quand même une révolution extraordinaire qui a changé radicalement nos modes de vie. Donc moi j'ai presque 30 ans de carrière. On ne travaille pas du tout en France. Et je pense que effectivement la dimension, l'intérêt, l'importance de cette discipline n'est pas forcément comprise. À l'étranger, que ce soit de l'Italie au Japon, en passant par un projet à Séoul avec Samsung ou d'autres avec Apple, la présence d'un designer est nécessaire dès la première découverte scientifique. C'est-à-dire que dès ce moment-là, on essaie d'imaginer de quelle manière transformer cette invention, cette découverte en une application, disons. En France, je sais pas, de temps en temps, on peut être invité. J'étais invité par le Premier ministre Jean-Jacques Ayrault quand il était... C'était une discussion intéressante, mais je suis surpris du manque de culture, effectivement, de ce type de disciplines qui sont aujourd'hui, qui prennent... Je ne considère pas qu'être designer, ça fait partie d'un ensemble, en tout cas, d'une civilisation qui se transforme radicalement par le numérique et par l'objet, et qu'il faut prendre en compte l'importance de cette discipline. Et je pense, surtout en termes industriels, il y a plusieurs raisons qui font que sur le plan industriel et productif, le pays est assez mal barré, disons, ou foutu, ou organisé. Une d'entre elles est liée effectivement au peu d'intuition sur la transformation de ce monde, et un designer peut, dans certains cas, aider à faire prendre conscience de ces sujets-là. En tout cas, à Toulouse, ils ont dit oui tout de suite. Toulouse, ouais, c'est normal. Juste un petit clin d'œil, vous parlez d'Apple. Aujourd'hui, c'est les 6 ans d'anniversaire, entre guillemets, du décès de Steve Jobs. Ah, voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir.
Qu'est-ce qui, forcément, je pouvais pas échapper à la question. Qu'est-ce qu'il y a de breton, puisque comme ça me permet de le dire, si tout le monde le sait déjà. Qu'est-ce qu'il y a de breton dans vos créations et dans la création ou dans cet acte de créer, quoi. Est-ce qu'il y a un breton qui crée ou Je sais pas. Moi, je pense que j'ai toujours été très protégé par le fait d'être issu d'une famille assez modeste, une famille moyenne, disons, pas du tout cultivée pour ce qui était du design et qui fait que j'ai jamais travaillé pour personne, et donc j'ai pas tellement d'idées préconçues. Donc je pense que le fait d'être un breton un peu arriéré, ça protège de trop d'assurance, parce que je suis pas du tout sûr de moi. Ça protège de pas mal d'aspects dans la vie. Donc voilà. Et à part le fait que j'adore la Bretagne et qu'elle me manque à un point extraordinaire, et quand j'y vais pas au moins toutes les 3 semaines, j'ai des picotements comme un alcoolique qui est loin de... Voilà, mais à part ça, je sais pas quel est... Non. Je sais pas quel est le lien, D'accord, je cherche pas trop. Ok, donc dans votre vie, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est intéressant de savoir que forcément il y a des rencontres qui sont déterminantes dans une vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de rencontres clés, en fait, pas forcément les plus médiatiques ni charismatiques, mais celles qui ont compté le plus, quoi? J'ai une histoire drôle, parce qu'en général je déteste avoir des rendez-vous, et j'ai un compte Instagram parce que j'aime beaucoup cette plateforme numérique. Et depuis quelques mois, il y avait une femme qui s'appelle Julianne Moore, qui est une actrice américaine, j'avais oublié, je me disais, qui me suivait, qui me posait des questions, dont ce qu'elle pourrait m'acheter des dessins. Je dis non, c'est pas possible. Et puis Inga, ma femme, m'a dit mais si, mais c'est Julianne Moore, tu sais, cette actrice qui a eu l'Oscar. Bon. Et je me rappelais effectivement de vieux films que j'avais vus quand j'étais intéressé par le cinéma. Et donc elle est venue me voir lundi, c'était assez drôle. Bon, je sais pas, donc ça c'était une rencontre plutôt importante, même si c'est drôle. Je m'y attendais pas. Voilà, des rencontres importantes. Oui, j'ai tellement de chance qu'effectivement, à chaque moment, les choses ont été jalonnées depuis mes 15 ans. Ces professeurs extraordinaires en Bretagne, je ne sais pas ce qu'ils foutaient là, mais en tout cas, ils étaient très bons. Ensuite, une école à Paris très médiocre, professeur terrible, mais ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a forcé à essayer de comprendre. J'étais très naïf à l'époque, mais à essayer de trouver une direction qui était la mienne. Voilà, et ensuite, les couturiers Semiake qui, au début de ma carrière, avant qu'Erwan travaille avec moi, a trouvé mon travail intéressant, m'a poussé, m'a fait venir au Japon, en passant par le propriétaire de Vitra, Rolf Hellbaum, qui est un peu mon père spirituel, qui se prend un peu pour mon père des fois. Rolf Hellbaum, juste, qui est le patron de Vitra. Qui est le propriétaire, le patron de Vitra. Je pense que sur la journée, vous avez dû passer 2 heures au téléphone avec lui, c'est ça? Presque, oui. Ouais. Je voulais savoir ce que je faisais, pourquoi je ne travaillais pas pour lui, qu'est-ce qui était... Oui, vous lui avez dit, vous travaillez pour moi? Presque, oui, j'ai un peu monté, j'ai dit, je suis chez un revendeur de Vitra de Toulouse, on parle beaucoup de Vitra. On l'aura fait une fois au moins. Bon, là forcément le projet qui vous a fait le plus plaisir ou qui vous fait le plus plaisir en ce moment, qu'est-ce que... Bon, le plaisir, je ne sais pas si c'est un bon terme, parce que je suis passionné par cette discipline, mais c'est beaucoup d'angoisse, donc le plaisir arrive de temps en temps quand je suis un peu satisfait, ce qui ne m'arrive pas souvent. Mais le plaisir, c'est... Non, la chance que j'ai, c'est d'avoir très tôt eu du succès, ce qui m'a permis de choisir en permanence les projets que j'avais envie de faire, et ça n'a jamais été l'argent, même si j'en ai besoin pour faire marcher cette studio, mais c'était l'envie donc assez... on travaille sur des sujets très vastes pour des entreprises très pauvres et avec lesquelles on ne gagne pas grand-chose, ou probablement on perd beaucoup d'argent parce qu'on y passe beaucoup de temps, à des entreprises importantes, mais à chaque fois, le fait d'accepter un travail, j'ai le luxe de pouvoir accepter ou refuser, mais c'est le sentiment qu'on aura quelque chose à dire, à apporter de nouveau, de différent. Et c'est c'est le pari qui, en fin de compte, marche. Ça a été très dur pendant très longtemps. On avait la chance d'avoir un studio en banlieue qu'on louait pas très cher. Erwan était mon seul assistant que je payais pas. C'était... Erwan, donc le frère. Mon frère, qui maintenant, je suis son assistant aujourd'hui.
Voilà. Donc, comment ça se passe en fait pour travailler avec un éditeur? Vous arrivez en disant j'ai une idée pour vous, c'est eux qui vous appellent pour dire voilà notre piste. Comment ça se passe avec les grands, on va dire, puisque les petits, j'ai compris, ils ont pas. C'est un peu comme de longues relations d'amour qui ont des moments assez détendus, c'est vrai. Mais on travaille avec les mêmes fabricants depuis un certain nombre d'années, 15 pour une partie d'entre eux. Ce qui fait on parlait de Rolf Hellbaum et Vitra, on est en discussion permanente. Et c'est de ces discussions que des sujets apparaissent, ou d'observation, d'un voyage au Japon, ou d'une soirée mélancolique en Bretagne. D'un seul coup apparaît une idée. Et donc c'est ce qui fait c'est l'accumulation probablement des sensations, des images, une certaine culture de ce métier qui amène à trouver les réponses, mais c'est toujours très surprenant le mécanisme des idées, à quel point d'un seul coup quelque chose de très limpide apparaît, alors que ça fait des années qu'on y pense et qu'on est très sérieusement devant son bureau, rien n'arrive, et qu'à un moment tout à fait incongru, là on devrait penser radicalement à autre chose. Ce fil, c'est un peu comme un train en fait. Les idées sont un peu comme des trains qui ont des aiguillages qui en permanence sont pas ce qu'on attendait, donc des fois ça nous amène à des solutions ou à des directions extraordinaires, et bien souvent ça nous amène dans des voies sans issue, mais c'est le pourcentage d'idées, de développement, de projets qu'on fait, ceux que vous voyez ou ceux qui existent réellement physiquement, c'est très très faible, c'est une quantité vraiment infime. Moi, quand je vous entends, je me dis, juste bêtement, on a tous soit l'oiseau, soit les algues, par exemple, pour pas les citer, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça sort. Le Vitra demande, vous dites on pourrait faire une séparation avec des algues, c'est ça ils ont des équipes qui vous écoutent, qui travaillent avec vous derrière, comment ça se passe? Il y a vraiment différents cas, il y a des cas très précis où un industriel très sérieux, des ingénieurs terribles viennent nous voir en nous disant voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on attend de votre part, c'est-à-dire on attend une solution de votre part sur ce sujet-là très précis. Une télévision par exemple, voilà les données, voilà la situation, voilà ce qu'on attend de vous. En général on répond souvent un peu à côté, mais c'est aussi le sel de ces réussites. Après notre travail est très vaste puisque on fait aussi beaucoup d'expositions. J'aime bien l'exposition parce que c'est une forme, c'est comme pour la haute couture et la mode, c'est que c'est des moments où on cherche. C'est le cas par exemple de cette exposition à Rennes il y a quelques temps qui s'appelait les rêveries urbaines, où aucune ville s'intéresse à nous. Les urbanistes nous considèrent comme les designers, donc on n'est pas des gens à prendre au sérieux, et d'un seul coup une exposition a lieu, 2 ans de travail, et on montre qu'il y a peut-être quelques pistes intéressantes. Le fait de ne pas avoir forcément le carcan d'un sujet, le carcan d'un cahier des charges très précis, ça permet au train dont je vous parlais de se balader et quelquefois de trouver des bonnes réponses. Donc si on prend les algues, qui est une réussite étonnante, qui est un projet que je ne sais même plus si j'aime beaucoup aujourd'hui, parce que ça part, enfin, mais en tout cas, à l'époque, on était invité par un musée allemand à Cologne à faire une maison idéale. Donc la maison idéale, c'est un sujet le plus tarte à la crème qui puisse arriver. Mais on avait répondu à ce projet en une maison un peu étrange, en tout cas, dont les parois étaient toutes de matière, de nature, de techniques différentes. Les algues étaient une d'entre elles, c'est-à-dire un peu ces situations qu'on a au Moyen-Orient, qu'on a en Asie, où les parois sont extrêmement fines, transparentes, mais elles marquent la séparation entre 2 endroits. C'est ce qui se passe beaucoup dans les espaces de bureau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les plateformes sont grandes, on a besoin à certains moments de marquer des nuances entre les espaces. Et les algues répondent assez bien à ça. Et c'est vrai que c'est une réussite étonnante. Récemment, il y avait un article dans le New York Times au sujet de ce projet, parce qu'effectivement, c'est prenez 3 projets 20 dernières années, parce que je crois qu'il y a une dizaine de millions d'algues qui ont été fabriquées aujourd'hui. Ça paraît étonnant parce qu'on n'a pas besoin d'algues et je pense qu'on vivrait très bien sans. Mais il arrive à certains moments qu'on touche quelque chose qui est d'un ordre étrange et ça marche. Donc il y avait un article sur le presse-citron de Restart, qui est probablement un des plus mauvais presse-citron qui existe, mais qui est aussi un succès extraordinaire. Cette algue qui est
un objet dont on peut discuter l'usage. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Effectivement, c'est un projet qui a eu et qui a un grand succès. Bon, manifestement, le train vous a marqué, puisqu'il est venu en train, vous l'avez remarqué. Et du coup, le train, en fait, vous avez fait des petits commentaires ce matin sur le train. C'est un sujet sensible ici. J'ai plusieurs choses. J'ai dit que j'adorais le train, ce qui est vrai. Parce que c'est un moment où j'adore travailler dans le train parce que je ne me sens pas la pression de travailler. Je voyage, donc je suis déjà en train de faire une action, ce qui fait que mon esprit est beaucoup plus libre que d'habitude. Et donc, en général, je me dis que je vais être tranquille, et puis très vite, je sors mon carnet, donc là, les trucs viennent, et en général, je fais une photo, je peste contre le réseau qui ne marche pas, parce que je n'arrive pas à envoyer à mes assistants des idées que je trouve extraordinaires sur le moment. En général, une fois arrivé, je les trouve toutes pas terribles, mais sur le moment, je suis très content. Et donc, j'aime beaucoup le train pour ça. Pas de commentaires de plus sur le train, hein, on n'ira pas plus loin. Non, j'ai dit qu'il était très mal pensé, qu'il était très mal fait. Enfin, il va très vite, et ça c'est bien. Je pense que sur le plan technique et structurel, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je trouve que ça sent très mauvais. On sent très bien les matériaux synthétiques qui le composent. La lumière est d'une qualité médiocre. Enfin, plein de choses qui sont... J'avais envie qu'il soit rebelle un peu. Le breton est rebelle. Je suis très critique. Je ne supporte pas mes critiques permanentes. Mais... Ok. Alors, quelles sont les autres disciplines? Ça peut paraître être des choses futiles, mais ça ne l'est pas. Enfin, la qualité d'un train, le bien-être de... D'ailleurs, la deuxième partie du trajet, parce que je me suis arrêté à Bordeaux, c'était dans les vieux trains plus larges, je ne sais plus quel était leur nom, des années 70. Avec Les Michelin. C'était pas une Micheline, c'était les corails, oui. J'adorais les corails. Corail, voilà, corail. On est beaucoup plus on va à monter l'aise. un corail, ça va, on va dessiner un corail l'année prochaine. Non, j'aimerais bien dessiner un train. Un train. On va avoir du mal quand même, nous, à distribuer des trains. Moi, je veux bien tout distribuer, mais des trains, ça va pas être facile. Quels sont les... Non, je l'ai dit tout à l'heure. On va rester là, on va rester sur ce sujet toute la soirée. Le train, je savais que ça allait plaire, le train. C'est mon ancienne assistante, Yona Vautrin, qui a dessiné les lampes du TGV. Donc celles du bas qui ont une lumière extraordinaire. Le reste. Ouais, c'est vrai qu'on est souvent des centres de formation. Bon, je ne sais pas si je suis un très bon formateur, mais j'ai beaucoup de... Je la repose celle-là parce que ça fait 3 fois, je pense que vous la connaissez. Alors, quelles sont les autres disciplines qui vous inspirent le plus? Donc, imaginez la peinture, la photo, c'est sur quoi? Là, je vais être terriblement ennuyeux, mais je ne vois aucune exposition. J'essaie d'en voir le moins possible. Parce que pour une raison très claire, c'est que j'ai enseigné un peu au début parce que j'avais besoin d'argent et après parce que ça m'a un tout petit peu plu de temps en temps, mais ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que quand on donne un sujet aux étudiants, un quart d'heure après, plus rapidement, ils ont une synthèse d'un siècle de travail ou même plus autour de ce sujet. Et c'est un tsunami pour eux, c'est très difficile ensuite de commencer parce qu'ils ont un siècle de réflexion et eux ont 3 semaines pour inventer une solution intéressante. Et donc c'est à la fois une chance, cette information. Moi, quand j'ai commencé le design, c'était à Quimper, il y avait un pauvre livre, que sais-je, sur le design qui était vraiment très ennuyeux. À part ça, il n'y avait pas de référence, il n'y avait pas d'internet, donc il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien. Et ça permet de se fabriquer un imaginaire, ça permet un type d'observation différente. Je cultive une certaine naïveté parce que je pense que le fait de ne pas trop en savoir, c'est aussi un gage de possibilité de trouver de réponses différentes. Et notamment, enfin surtout dans le processus créatif, c'est-à-dire que si on en sait trop, à un moment où une idée arrive, le point de départ d'une idée a souvent été partagé par beaucoup. Donc si on sait que ce travail-là a déjà été engagé, très rapidement, quand on le sait, en général, on l'évacue et on part ailleurs. Mais si on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on peut continuer et en fin de compte arriver, c'est toujours ce train, avec ces aiguillages qui changent sans cesse, c'est que le point de départ, même s'il est partagé par d'autres des siècles avant, ou au même moment, nous amène en général à des voies différentes. Donc
Voilà, je veux pas être sûr. Enfin, de toute façon, sans le vouloir, on est surchargé d'images et on voit tellement de choses qu'on les voit quand même. Mais je pense que ça a aussi une certaine vertu de pas trop en savoir. Merci. Comment on crée à deux? Erwan n'est pas là ce soir, on en a parlé un peu dans la journée. J'aime bien l'expression, j'ai lu une expression qui dit le savoir-frère. C'est terrible. Mais... Comment? Je ne sais pas si c'est terrible, mais... Bon, en tout cas, j'aime. Donc, du coup, comment vous faites à deux? Comment ça se passe? Parce que là, vous avez chacun votre travail, vous travaillez ensemble. Bon, c'est une relation qui a évolué, je l'ai dit. Erwan est mon jeune frère. J'ai commencé tôt. Quand j'ai commencé, il avait 15 ans. J'avais aucun intérêt pour lui, ni pour moi, je pense. Et puis il m'a aidé, comme dans une société un peu traditionnelle, on aide un membre de sa famille qui a besoin de faire les foins, de déménager. Donc il a été un assistant parce que j'avais besoin d'aide. Puis Erwan et moi, on est assez différents, mais je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs ou de points de vue, ou bizarrement d'aspects formels, ou de choses qui nous intéressent. Pendant une dizaine d'années, on a eu la même table. C'était un moment de ping-pong permanent qui avait... des fois, les échanges étaient longs et amenaient à des choses extraordinaires. Et souvent, la balle n'allait pas très loin, mais en tout cas, c'était vraiment une relation permanente. Aujourd'hui, on est plutôt... on travaille ensemble et on a un regard sur l'un et l'autre sur ce qui sort de l'atelier. Et si ça ne plaît pas à l'un ou l'autre, ça sortira jamais. Mais Erwan est très intéressé par le numérique, par un certain aspect du travail, etc., qui, moi, m'intéresse moins aujourd'hui. Et puis on n'a pas le même âge. Moi, je sens l'horloge tourner, j'ai besoin de faire des dizaines de projets en même temps. Erwan est très concentré, a cette capacité à être un nerd qui ne lève pas la tête pendant moi de son ordinateur, et c'est une force que je n'ai pas. D'accord. Quelle est la recherche du beau dans votre processus de travail? Est-ce que déjà, comment vous le définissez, vous, le beau? Qu'est-ce que le beau? Je ne sais rien. De toute façon, c'est une notion qui est très fluctuante. Pour moi, la question esthétique est une question extrêmement importante. Ça me surprend que ça ne soit pas plus un sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que les architectes ne peuvent pas dire que c'est beau. Enfin, le terme joli, beau, esthétique, tout ça, c'est des choses qu'on n'a plus le droit d'utiliser si on est quelqu'un de sérieux. J'étais l'autre jour dans une discussion à Bordeaux avec un philosophe. Effectivement, j'ai utilisé ce terme, je me suis fait fusiller. Et bon, il avait probablement raison, il est beaucoup plus érudit que moi, mais la qualité esthétique, la question de certaine délicatesse, une certaine élégance, pour moi, c'est une évidence, quoi. Et ce monde manque crucialement d'élégance. On voit à quel point l'architecture manque de légèreté aujourd'hui, enfin, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément que celles des architectes, mais les objets aussi. Le terme design aujourd'hui est devenu un mot très galvaudé, c'est devenu un adjectif. On parle d'une chaise design, d'une brosse à dents design. En général, c'est la pire des brosses à dents et la pire des chaises. Le design, cette discipline est très simple. Elle consiste à penser, à réfléchir à tout ce qui n'a pas poussé naturellement sur Terre ou qui n'était pas là avant l'arrivée de l'homme. Tout ce qui est construit, fabriqué, à l'échelle artisanale, à l'échelle industrielle, c'est un projet de design. Donc de votre montre, vos lacets de chaussures, la lampe, ce théâtre, le stuc, le décor, enfin, l'ensemble de ces questions, c'est notre métier. Voilà. Je ne sais pas où était le point de départ. Je me souviens plus de la question. Okay. Bon, j'imagine que je partage pas mal cette idée avec les gens de cette salle. Hein. Votre création relève effectivement du design en tant que discipline, parce qu'on en parle depuis le début, c'est une discipline, mais aussi une forme d'art. Votre avis, vous faites de l'art ou du design? Non, je dessine des objets, j'adore ce métier. Donc j'aime pas le terme designer, c'est vrai. Le terme artiste ne me paraît pas être juste non plus. En même temps,
Je dessine beaucoup des choses qui sont parallèles au travail, qui ont un certain succès, notamment chez les actrices américaines. Mais on est aussi dans une période où il est très important de délimiter un périmètre. C'est vrai, quand on s'est penché sur la ville, on n'avait pas le droit de le faire parce qu'on était designer. Enfin, je pense qu'on est dans une période qui est un peu, qui manque un peu de légèreté sur ces sujets-là. Je ne compare pas du tout à Le Corbusier, mais Le Corbusier peignait tous les matins. Il allait à l'agence à partir de début d'après-midi. Le matin, il faisait de la peinture. Si on prend Alvar Aalto, il dessinait beaucoup. Il peignait également. Il dessinait des vases et pouvait penser à une ville. Il n'y avait pas cette forme de séparation. Effectivement, tout ce qui est construit, tout ce qui est fabriqué, quelle que soit son échelle, du bijou à la ville, c'est pas exactement les mêmes questions, ça ne fait pas appel aux mêmes... mais c'est la question de l'empathie, d'une forme de recherche, d'humilité face à des sujets dont on n'est pas spécialiste, mais auxquels on peut apporter des solutions si on travaille, quoi. Vous parliez de Prouvé, vous êtes inspiré par son travail? Jean Prouvé, Jean Prouvé, c'est à la fois très romantique, parce que c'est un homme qui a vécu un drame absolu pendant toute sa vie, parce qu'il était visionnaire et qu'il n'a rencontré aucune... Le travail a rencontré très peu d'écho à un certain moment. Toutes ces entreprises se sont finies par des catastrophes. Il s'est lui-même fait virer de sa propre entreprise. Oui, c'est une autre période, c'est la reconstruction, c'est l'après-guerre, c'est la maison des jours nouveaux, des jours meilleurs. C'est ce type de figure qui nous manque un peu aujourd'hui, en effet. C'est aussi ce qui est ma frustration après 20 ans de travail, c'est que pour des raisons qu'on peut expliquer, les objets que je dessine, qui sont fabriqués en Europe, dans des conditions sociales acceptables, coûtent un certain prix et que ça s'adresse à un public argenté. Et c'est une frustration pour moi. Mais on est dans une période un peu étrange où n'importe qui peut acheter une paire de Nike ou une veste à 200, 300 euros pour la veste, peut-être 150 pour les Nike, mais une chaise à 50 euros, ça paraît déjà être une fortune. Bien sûr que les conditions techniques, de matériel sont beaucoup plus complexes pour une chaise que pour une paire de Nike réalisée en Chine ou une veste cousue au Maroc. Donc, mais on est dans des moments où on a assez peu de... c'est ce qu'on voit d'une manière un peu plus civilisée et plus cultivée aujourd'hui pour l'alimentation, c'est que on comprend très bien qu'un repas réalisé industriellement peut valoir ce prix, et que si effectivement on achète les ingrédients chez des producteurs qui font les choses correctement, c'est une autre approche. Donc c'est vraiment la question du monde dans lequel on vit, sans vouloir du tout donner de leçons. Le design et la production d'objets est un peu au centre de toutes ces questions. Jean Prouvé, il y a un point commun avec vous aussi. Vous avez aussi fabriqué du mobilier à une université à Copenhague, je crois. Oui, alors on a eu la chance d'être invité à dessiner la chaise. On avait été choisi par je crois que c'était le ministre de la Culture, parce qu'au Danemark, par contre, le design est quand même politiquement un sujet qui est mieux compris. En tout cas, les Danois avaient considéré qu'on était meilleurs que les designers danois pour dessiner la chaise de la nouvelle université. Donc j'étais assez flatté, mais j'étais d'accord avec eux. Malheureusement, ils ont une génération extraordinaire, il se passe moins de choses aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le pitre. D'accord, ok. C'était universitaire. Non, je suis content parce que les chaises sont beaucoup volées, donc ça montre qu'elle est quand même pas mal. Donc depuis, on a dû rajouter provisoirement, puis ça a été enlevé, un élément qui était marqué, qui était cette chaise et la propriété de l'université de Copenhague pour repérer les voleurs.
Y a-t-il des choses qui vous limitent dans vos créations? C'est les limites et c'est le format qui donne toute la qualité aux choses. Une chanson est intéressante parce qu'elle dure 4 minutes. Quand elle en dure 12, c'est toujours très chiant, quoi. Tout est... La taille d'une pizza est prédéterminée par beaucoup de logique. Et c'est ce qu'il faut. Non, les limites font partie, et quand elles sont intéressantes, on est dans un monde un peu compliqué où aujourd'hui il y a une norme et des limites pour tout, et ça c'est très inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, si on dessine une chaise qui doit répondre aux normes les plus complexes, le problème c'est qu'on dessine des objets qui sont vendus aux États-Unis, à Quimper, à Toulouse et à Tokyo, que les gens ne font pas la même taille, et que les normes dans chaque pays ont des approches différentes, mais comme les marques pour lesquelles on dessine distribuent partout, on doit répondre à des choses tout à fait incroyables. On imagine que les Japonais, qui sont les plus petits au monde, et les Hollandais, ont besoin de nuances quant à la hauteur exacte d'assise d'une chaise. En général, c'est 43, 44 en Europe. Les Japonais, c'est plutôt 39. Mais quand on investit dans un moule pour faire une chaise qui est aux environs de 500 000 €, et qu'on ne peut pas en faire deux, notamment un pour les Japonais, donc ça veut dire que on est sans cesse face à des sujets, à des données assez plus ou moins intéressantes. Voilà. En tout cas, les normes, et en France, je crois que c'est un vrai problème. Beaucoup de normes sont votées et très peu sont suivies parce qu'elles sont pas, mais sont un vrai carcan et un vrai problème. Il y a des normes qui ont de très bonnes raisons, et beaucoup d'entre elles qui sont souvent une forme de protectionnisme national pour éviter de voir entrer une bonne réponse étrangère dans le pays. En parlant de format, je crois qu'il y a un travail sur lequel vous travaillez en ce moment sur les chants. Donc c'est une expérience intéressante que cette exposition à Rennes, qui était donc la maire de Rennes nous avait invité à faire, la ville de Rennes nous avait invité à faire une exposition parce qu'on était bretons, ce qui m'a immédiatement hérissé le poil parce que je ne sais pas en quelle mesure notre... Donc je lui ai dit écoutez, ça me suffit pas, c'est pas suffisant comme point d'accroche, et d'autre part on venait d'être ultra célébré, notre génie était reconnu partout, c'était très lassant. On avait fait une grande exposition à Chicago, une autre à Paris. Et donc d'abord je lui ai dit non, je pensais que c'était pas le bon moment. Puis elle est revenue en disant oui, mais est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à un truc plus particulier? Puis de but en blanc, on a commencé à parler de sa ville. J'ai visité avec elle un certain nombre d'endroits. Et puis très vite, je me suis dit que c'était probablement pas la bonne approche. On n'est pas urbaniste, on n'avait jamais travaillé à cette échelle. Donc je lui ai proposé qu'on fasse une exposition qui soit l'équivalent d'un cahier de brouillon, mais sous forme de maquette, d'idées qu'on pourrait avoir pour la ville. Et cette exposition était assez surprenante, c'est à peu près une centaine de maquettes, des trucs très bricolés, des trucs très précis, une grande variété de réponses. Et il s'avère que cette exposition a eu beaucoup de succès, qu'elle voyage dans le monde entier. Je crois qu'elle a été inaugurée en Pologne hier, à Lodz. Et des villes se sont spontanément intéressées à ces recherches. La ville de Rennes, ils n'avaient pas trop le choix, mais en tout cas, ils ont trouvé intéressant d'essayer de faire quelque chose. Donc on a beaucoup de mal, mais on essaie de traduire une de ces recherches là-bas. La ville d'Aarhus, au Danemark, pour laquelle on a dessiné des cheminées urbaines, c'est-à-dire des cheminées avec des stocks de bois autour desquels les habitants qui sont plus civilisés que les Français viennent dans des espaces publics faire un feu et discuter. Un projet à Miami, qui est un projet assez ambitieux, qui doit être inauguré dans 2-3 semaines, qui a une très très grande pergola, plusieurs centaines de mètres de long. Il y a un certain nombre de plantations, il y a de l'eau, un projet assez ambitieux. Je ne sais pas si ça va être bien, je croise les doigts, et enfin une commande assez particulière qui est le dessin des fontaines des Champs-Élysées. Donc au rond-point des Champs-Élysées, il
historique. Depuis le 19e, il y a 6 bassins qui ont été dessinés par Hittorf. Il y a eu différentes fontaines. La dernière ayant été piétinée, dessinée dans les années 50 par un grand, fabriqué par Lalique. Les pièces ont été volées très rapidement, mais le verre a été remplacé par du plastique, on y croyait. Mais lors de la dernière victoire de la Coupe du Monde en 98, les derniers morceaux ont été piétinés et cassés. Donc c'est étonnant de savoir qu'à Paris, depuis 10 ans, les fontaines des Champs-Élysées sont jonchées de débris, mais comme les bassins sont un peu enfoncés par rapport au terre-plein et un petit talus. Donc voilà, on a été choisis pour dessiner ces fontaines et elles seront installées, si tout va bien, parce que j'ai passé tous les oraux nécessaires pour justifier du projet devant toutes les instances. Voilà. Et donc normalement, si... Elles ont une particularité donc quand même, ces fontaines. Elles ont une particularité, c'est leur côté monumental, donc on va nous tomber dessus, mais je pense qu'elles sont très balancées. C'est vraiment... Je pense que c'est très grand, mais c'est très délicat. Donc je pense que c'est la bonne réponse. Je sais qu'on sera attaqué. C'était le cas il y a quelques années quand on avait été choisi pour dessiner le lustre d'entrée du château de Versailles, qui était la première pièce contemporaine fixée de manière définitive à Versailles. Ça a eu lieu après les différentes expositions de Koons, en passant par Xavier Veillant et d'autres, qui eux faisaient des expositions. Dans notre cas, c'était un sujet tout à fait différent, puisque c'était le lustre d'entrée qui devait être fixé de manière permanente. Donc, avant même qu'on commence à dessiner, il y avait beaucoup d'opposition, et puis en fin de compte, ce qui m'a un peu vexé, d'ailleurs, peu de gens se sont plaints, parce que je pense que l'objet était juste. C'est quand même une pièce qui faisait 13 mètres de haut, tout en cristal, mais c'était, je pense, une bonne balance. C'était à la fois monumental, mais extrêmement fin, donc c'est quelque chose qu'on aperçoit à peine si on ne cherche pas à le voir. Je pense que c'était Il y avait une discussion cet après-midi sur la ville, le patrimoine, la question de la modernité. Je pense que effectivement les villes doivent évoluer, mais c'est aussi il faut être très, très exigeant avec les architectes, avec les designers dans certains cas, pour trouver cette greffe, c'est-à-dire que effectivement la modernité en soi ne justifie pas le fait que le projet existe. Il faut une relation au paysage, il faut une relation à la ville, il faut une finesse, il faut de l'intelligence. Moi, je suis abasourdi à chaque fois que je vais dans une ville historique jolie et qu'il y ait des chaises en plastique roses ou oranges qui jonchent les rues principales. Je trouve ça tellement vulgaire et tellement déplacé en soi, et ça ruine un paysage, ça ruine une perspective. Donc, enfin voilà, je sais pas pourquoi je suis arrivé là. Actuellement, on pense plutôt la ville comme une smart city, puisqu'on est tous face à l'obligation de la performance, de l'efficacité. Vous la voyez comment, vous, la smart city, Bourlec, comment voyez-vous la ville de demain, en fait? Comment elle est? Bon, moi, je ne suis pas du tout visionnaire. J'observe juste, en effet, que les villes que j'aime profondément sont des villes diverses. Si on prend, par exemple, je connais mal, mais j'adore l'Italie. Quand on prend cette Italie historique dans laquelle on a des bâtiments fabuleux, mais aussi une fontaine, la position d'un arbre, un pavé très bien dessiné, une relation très simple, mais extrêmement proportionnée. Les villes aujourd'hui se construisent plus de la même manière, donc on voit bien que le foncier n'est pas en relation tout à fait directe, à part certains projets. Bien sûr, je ne jette pas du tout l'opprobre en général, mais il manque d'une forme de cohésion, de relation. Effectivement, la ville n'est pas qu'un lieu de performance ou qu'un déplacement de flux en voiture ou à pied. C'est aussi des surprises, des découvertes, des choses humbles, simples, qui permettent de s'asseoir sans que ce soit... ou de faire un feu, pourquoi pas, si la ville et ses habitants ont la capacité à déborder, mais des choses
Oui, l'eau, la présence de l'eau dans la ville, c'est toujours un truc qui moi me fascine. Je trouve tout de suite que ça amène une forme de joie, de légèreté, des choses. C'est assez simple aussi. C'est marrant parce que c'est un métier qui existait avant, parce que la Fontaine des Champs-Élysées, c'est un vrai casse-tête sur le plan technique, parce qu'il y avait un métier qui était un très beau métier, qui était le métier de fontainier, qui existait. Donc il y avait tellement de fontaines avant dans toutes les villes que les fontainiers étaient une caste connue, existante, avec un vrai savoir. Aujourd'hui, il y en a très peu, et ce qui fait que les fontaines ne marchent plus, notamment à Paris. Ce qui est mon angoisse, c'est qu'effectivement, rapidement, donc on est en train de mettre au point un projet d'une rusticité, d'une grande clarté technique, pour être sûr que même si l'entretien est très moyen, que ça continue à marcher. Parce qu'il n'y a rien de pire que les fontaines, par contre. C'est une tristesse absolue quand elles n'ont pas d'eau. C'est aussi notre réponse aux Champs-Élysées de mélanger deux aspects. C'est à la fois un lustre pendant la nuit et pendant l'hiver, parce que la ville de Paris ne fait pas fonctionner ses fontaines pendant l'hiver. Donc c'est un objet qui est en mouvement, qui amène de la lumière. De cette lumière sort de l'eau, mais dans les périodes, dans les 6 mois de l'année dans lesquels l'eau circule dans les fontaines. Parlons design. Même si on n'avait pas tout à fait parlé encore. La presse dit, dites-vous que vous incarnez le nouvel essor du design français. Votre avis là-dessus, est-ce que le design français a une spécificité, même si vous avez parlé tout à l'heure du design qui avait du mal à s'installer, quelle est la particularité française avec le design? Je ne sais pas très bien. Encore une fois, je pense qu'on est dans une période où ces distinctions n'ont pas tellement de sens. Je pense qu'il y a des bons designers, des moins bons designers, et qui sont partout. Mais c'est comme les médecins, il y a des très bons médecins, de moins bons médecins. Je ne vois pas de particularité française, si ce n'est effectivement dans la formation, les écoles françaises sont pas terribles quand même. Effectivement, il y a un problème avec cette discipline qui n'a pas été très bien compris. Je ne suis pas suffisamment érudit pour en comprendre les conditions historiques, mais quand on arrive en Italie et qu'on vient travailler sur un projet, les ingénieurs utilisent des mots qui sont de l'ordre de la poésie, ils sont à la fois très cultivés sur le plan technique, mais ont une compréhension immédiate de l'esprit d'un objet, de sa grâce, de sa délicatesse. Pour eux, c'est évident. Moi, j'adore le point de vue des ingénieurs italiens. Français, pas trop. Mais parce que, en France, je pense que le métier de designer est vu comme celui d'un penseur ou d'un artiste qui a une idée, et l'ingénieur se sent l'obligation d'essayer de la traduire. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Un bon projet, c'est de l'intelligence collective, mais dès le début. C'est-à-dire que sans un bon ingénieur, je peux avoir une très bonne idée, mais je suis trop généraliste pour avoir un point de vue suffisamment fin. Le métier de designer est un métier qui a besoin de cette collectivité et donc de savoir cimenter effectivement tous ces éléments. Et en France, un designer, encore une fois, est souvent formé les connaissances techniques sont médiocres. Mais cette nécessité que de savoir travailler, de trouver la manière de travailler, de trouver les mots, fait que les designers sont souvent arrogants et manquent de culture, et c'est un vrai problème. Et je pense que les ingénieurs les détestent, probablement à juste titre, mais parce qu'on n'a pas su expliquer le processus qui fait qu'un projet, c'est quelque chose de commun qui se partage, et il faut réussir à motiver tout le monde et faire comprendre à tout le monde l'importance de sa coopération. On vient de passer 4-5 ans là, où on a quand même du scandinave un peu partout. C'est quoi la différence entre le travail avec les Scandinaves et les Italiens? Puisque vous parlez des Italiens, c'est... Le travail avec les Italiens, c'est le plus fabuleux, parce qu'il y a une... Bon, ils sont menteurs, c'est souvent un problème, mais ils le font avec une telle... S'il y a les Italiens, là, c'est clair. Ah non, Trentotto.
Ouais, moi j'adore les Italiens, je dois ma carrière à l'Italie, donc Ah ouais, justement, alors cette rencontre. Mais non, j'adore l'Italie parce qu'il y a une vraie culture. Déjà, on est pris très au sérieux, on est souvent appelé dottore. Dottore Burulek. Se faire appeler dottore Burulek ou architetto, parce qu'il n'y a pas de différence de formation entre les designers et les architectes. D'un seul coup, je me sens très important pour eux. Ils le font sentir en plus. Voilà, il y a un truc en Italie. L'Italie, c'est industriellement structuré tout à fait différemment. Quand dans les années 70 en France, le choix a été de développer les très grosses entreprises, les fleurons industriels, l'automobile, etc. L'Italie, qui paraissait arriérée, a conservé tout un maillage artisanal, semi-industriel, très industriel, qui fait aujourd'hui sa force extraordinaire. On peut fabriquer n'importe quoi en Italie, claquant dans les doigts, on met un prototype dans le coffre d'une voiture, on frappe à la porte d'un garage, et là il y a une femme extraordinaire qui coud du cuir depuis 50 ans, qui vous accueille, qui vous fait des pâtes et qui refait la couture qui a été très mal faite. Et voilà, c'est cette diversité de la fabrication existe encore en Italie, et moi, il n'y a rien de plus plaisant que d'aller visiter, de rencontrer ces couturières, ces emboutisseurs de métal, parce que sans eux, effectivement, je ne suis rien. Pour moi, c'est un peu comme une palette extraordinaire. Et les Scandinaves ? Les Scandinaves, c'est tout à fait différent. Les Scandinaves ont eu une période extraordinaire avec des architectes et des designers incroyables, une situation industrielle des années 60, 70, 80, où on pouvait encore fabriquer une chaise au Danemark en passant 3 heures à poncer très précisément la courbe d'un accoudoir. Et c'est ce qui a fait cette histoire et ce musée fabuleux de merveilles d'une certaine partie du XXe siècle. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne se passe plus comme ça. C'est que, effectivement, ces heures passées à toucher le 10e de millimètre, la courbe exacte qui est d'une sensualité incroyable, et c'est à un prix extraordinaire. Donc, ça ne marche plus de cette manière-là. Le coût du travail est trop élevé. Donc, les Scandinaves, comme ils sont cultivés, intelligents, essaient de trouver des parades. Ils sont moins fabricants, ils sont plutôt éditeurs et trouvent en Europe des industries, les meilleurs pour la couture sont les Slovaques aujourd'hui, mais c'est aussi le coût de main-d'œuvre le plus bas. Ils s'organisent en fonction d'une balance entre une certaine qualité et une recherche de projets un peu plus démocratiques, en sachant qu'effectivement les projets les moins chers ont souvent au sein des problèmes, notamment environnementaux ou sociaux. Donc c'est toujours très compliqué comme question. Quel est tout à l'heure, vous avez passé un petit moment, je disais, avec Rolf Felbon au téléphone et avec d'autres. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit scoop toulousain sur un truc qui est en train de se mettre en œuvre, en place? Je vous l'ai dit, il y a ce projet de Miami. Enfin, qu'est-ce qui se passe alors dans les semaines qui viennent? On a une exposition quasi artistique dans une galerie qui s'appelle la Galerie Créo à Paris, qui est une recherche qui s'apparente plus à de la haute couture, qui est recherche sur certains types d'émaux, certains types de céramique. L'industrie aujourd'hui fait que c'est difficile d'atteindre certaines couleurs ou de multiplier les cuissons, des choses que j'ai beaucoup vu en Chine ou au Japon, de profondeur d'émail, etc. Donc si on fait ça en France aujourd'hui, ça coûte une fortune. Donc la seule manière de voir exister ces pièces, c'est qu'il y ait des collectionneurs que ça intéresse. Donc je suis c'est de très grands objets en céramique. Voilà. On ouvre quelques semaines après un showroom. On n'aime pas spécialement faire de l'architecture intérieure, je pense qu'on n'est pas très doué pour ça, mais
On le fait un peu particulièrement pour un fabricant danois pour lequel on dessine des textiles depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Quadrat, qui est une entreprise extraordinaire, tant en termes de point de vue qu'en termes d'organisation sociale. C'est vraiment un bonheur que de voir à quel point on peut travailler intelligemment, gagner beaucoup d'argent. C'est quoi l'organisation sociale, ça veut dire? Bon, je sais pas, il y a plus de femmes que d'hommes, les femmes sont presque mieux payées que les hommes, donc c'est quand même chouette. Comme chez nous. Bah, parce qu'elles sont plus compétentes. Ils commencent très tard, ils finissent très tôt, mais ça marche très bien, donc je ne sais pas comment ils font, dans des conditions lumineuses extraordinaires, avec, il y a une... Pas chez nous. Ouais. Voilà. C'est pas justement parce que... Ah voilà, donc on ouvre un lieu à Copenhague qui est une espèce de lieu de présentation de leur textile. Ensuite, il y a ce truc à Miami, qui est un projet qui m'inquiète beaucoup. On verra si ça tient. On peut en parler un peu plus de ce... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand système de pergola qui est très long et très, très complexe sur le plan structurel, qui est en train de se monter actuellement. Donc, qui répond à toutes les normes. Normalement, l'ouragan qui a eu lieu n'aurait pas dû le décrocher, mais c'est toujours inquiétant de voir à quel point cet endroit du monde est quand même violemment attaqué. Voilà, et puis après je dois partir au Japon quelque temps pour travailler avec des artisans liés à la famille royale, qui ont un savoir-faire extraordinaire, qui se posent la question de faire des objets contemporains avec un respect de leur technique. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, que ce soit au Pakistan, de décider des tapis avec des savoir-faire. J'aime beaucoup travailler les savoir-faire traditionnels parce que je trouve la compétition beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire de réussir à faire quelque chose de nouveau avec une technique qui existe depuis des millénaires. C'est bien plus complexe que de faire quelque chose de sympathique qui utilise un nouveau matériau, parce que de fait, là, on est nouveau. Et je pense aussi que la richesse de ce monde, c'est effectivement les robots qui m'intéressent, mais aussi ces artisanats très particuliers qui, s'ils ne sont pas alimentés par des projets nouveaux, périclitent très rapidement. Donc, la France, on a le bon exemple. Il y avait encore, il y a 20 ans, un certain nombre de savoir-faire qui n'existent plus, et les dégâts sont énormes, et donc ça se régénère pas et c'est foutu. Donc, et je ne parle pas des 100 années qui nous précèdent, quoi. Donc, très inspirant, le Japon. Bon, les Japonais, on a souvent envie de leur taper dessus parce que c'est une civilisation tellement compliquée, c'est difficile parce que on a l'impression d'être très proches, et je partage aussi beaucoup de même admiration, mais la communication est très complexe. Les Japonais ne peuvent pas dire non, donc ça pose un certain nombre de problèmes, surtout quand ils sont censés être connus. D'ailleurs, entre eux, ils ne se disent pas non plus, ce qui amène à des quiproquos extraordinaires. Le premier projet qu'on a fait faire, c'était pour Seiko à Tokyo dans les années 2000. J'étais très jeune. Issey Miyake, ça paraît tellement lointain, mais ça paraît pas très lointain, mais l'époque était différente. À l'époque, les maisons de mode faisaient des vêtements, on ne faisait pas de parfum, encore moins de lunettes et pas de montres. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Issey Miyake n'est même plus connu comme étant un couturier, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui a inventé des parfums. Et donc Issey Miyake avait été approché par Seiko parce que Seiko avait anticipé ce changement du monde de la mode et de la puissance que ça allait prendre, et donc essayait de faire comprendre aux marques de mode qu'il fallait faire des montres. Et ils avaient réussi a priori à convaincre Issey Miyake d'en faire une, et Issey Miyake nous avait choisi parce qu'il nous aimait bien. Donc Issey Miyake est là-bas, il y a un grand respect de la création, et là-bas considéré comme un maître vivant, c'est vraiment un personnage important, donc le fait qu'on soit choisi par lui nous rendait de fait important. On fait un premier projet qui plaît beaucoup à Issey Miyake, donc on part directement chez Seiko, on rencontre des ingénieurs à Tokyo
qui en discutent, en tout cas trouvaient ça extraordinaire aussi, a priori. On comprendra après que c'était pas forcément le cas, mais en tout cas, 2 mois après, un premier prototype arrive à Paris dans une valise avec 2 ingénieurs. Le projet était vraiment pas terrible, c'était pas du tout la traduction de ce qu'on avait imaginé. Donc on note l'ensemble des points, on redessine des choses, on réexplique ce qu'on attend de cette montre. 3 mois après, je crois que c'est nous qui sommes allés là-bas. Enfin bon, cette histoire a duré 2 ans, avec un certain nombre de voyages. Le projet n'est jamais sorti. J'ai compris à terme, même si on ne me l'a jamais expliqué, mais qu'en fait le projet n'était pas possible techniquement. Les gens de Seiko le savaient dès le début, mais ne pouvaient pas le dire. C'était accepter de dire qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose, c'était nous dire non, c'était dire non à Miyake qui trouvait ce projet fabuleux. Et donc ils ont travaillé de manière fictive autour d'un truc auquel ils ne croyaient pas. Donc le Japon, c'est un peu ça, quoi. Et le dernier exemple, donc j'ai une autre histoire. J'ai été invité par le gouvernement japonais à voyager un peu dans le Japon, et, enfin, tout ça très rapidement, mais à rencontrer différents types de savoir-faire. Et bon, la laque, une certaine qualité de laque m'intéressait particulièrement. Donc sur place, il fallait faire une exposition très vite, c'était lié là aussi à la famille royale, je crois. Et donc j'ai dessiné très vite, on en a discuté avec Erwan, on m'a tout envoyé, et très rapidement les objets parfaits sont arrivés à Paris, mais parfaits. Ce qui même en France, ou même en Italie, ou au Danemark, n'aurait jamais eu lieu dans cette vitesse, alors que les techniques sont lentes, etc. Bon, très bien. Donc on a demandé la reproduction de ces pièces, parce que ça intéressait notre galerie, et ça a pris 3 ans. Donc tout est un peu... tout est très, 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 très bizarre et compliqué. Et j'ai depuis longtemps une assistante japonaise que j'adore, que j'ai envie de taper souvent, mais que j'aime beaucoup. Donc je pensais que le travail avec le Japon serait facilité par cette... Et en fait, pas du tout, c'est encore pire. Parce que, en général, je dis à Amy, non, on n'en peut plus, là, c'est pas bon. Et donc elle traduit cette phrase très directe par 3 pages, en général. Donc voilà. Il y a toute une forme, une manière de dire les choses qui nécessite une connaissance culturelle très précise du Japon que je n'ai pas. Donc c'est à la fois fabuleux et très compliqué de travailler avec eux. L'Afrique L'Afrique, non. Il n'y a pas eu de situation, si ce n'est... Si, en tant que... Ouais. On a fait avec des étudiants un projet au Maroc, à Essaouira, pour essayer de trouver des alternatives à l'usage de... Il y a un artisanat là-bas qui est lié à un arbre qui s'appelle le tuya. Essayer de trouver une meilleure approche technique, voilà. Mais c'était pas extraordinaire. Si, enfin, vous aviez pour l'avenir, si vous aviez tous les choix possibles, qu'est-ce que vous orienteriez vers quel projet? Qu'est-ce que vous choisiriez s'il y avait nos limites? Le truc, c'est que je pense que... Enfin, pour moi, il n'y a pas tellement de hiérarchie. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, qu'on avait la possibilité de choisir, à partir du moment où on choisit quelque chose, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, je cherche à résoudre le fait de faire une chaise vraiment à un prix très très bas pour entrer un peu à l'image d'un jean ou d'un t-shirt blanc, c'est-à-dire quelque chose de quasi banal, mais d'une élégance et d'une grâce absolue, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment la coupe parfaite, l'exactitude, et tout ça à un prix le plus bas, parce que je ne comprends pas pourquoi Ikea fait des chaises aussi moches, même si elles ne sont pas chères, parce que sur le plan technique, elles pourraient être extraordinaires. Donc, mais c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'à chaque... C'est un peu comme gagner le record du 100 mètres, c'est-à-dire d'être que tous les paramètres sont oui, c'est une discipline quasi sportive. Donc, voilà. Donc ça m'intéresse tout autant que Je pense que cette chaise est bonne et j'aurais le plaisir à la voir chez mon coiffeur ou à la terrasse d'un bar
Turquie, je pense que si c'est la chaise que je vois, dans sa présence, je pense qu'elle marchera énormément et qu'elle sera un prix bas et je serai heureux de la voir. Un peu comme une chanson, quand on tombe juste, il y a un moment, la chose se disperse un peu partout. Et donc, j'y mets autant d'implications, autant de stress, autant d'angoisse que pour les Champs-Élysées, que je suis très content qu'on ait été choisi pour ça, mais encore une fois, je ne vois pas d'hierarchie. Espérons que ce n'est pas un Japonais qui vous a dit que c'était possible de le faire. Non, là, c'est beaucoup d'ingénieurs et un travail collectif avec des gens extraordinaires. Ainsi s'achève notre moment, Ronan, parce qu'il faut bien qu'on respecte un petit peu le... Donc je sais pas, j'avais imaginé donc que vous alliez nous parler de voiture, moi. J'ai imaginé ça. Voiture ? Ouais, je sais pas, parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas mon avis c'est qu'en France, ou en tout cas en général, je sais pas s'il y a des concessionnaires voitures ici, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les voitures font pas trop délirer. Moi je trouve que le design est un peu à revoir, quoi. Ou alors c'est très 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 cher. Et voilà, je sais pas, je me suis dit, Ronan il doit être en train de réfléchir. Comment ? Même les très chers, je les trouve pas terribles. Donc il n'y a pas de projet en cours sur... Non, je trouve que le seul moyen de trouver une bonne voiture, c'est de la trouver sur le bon coin. C'est encore là où on peut trouver une bonne Volvo, une certaine période, entre 2001 et 2002, quand le détail de... C'est pas faux. Non, c'est le cas. Donc le bon coin. J'ai reçu récemment un prix, je ne sais pas pourquoi, enfin, en tout cas il m'était remis par le designer en charge chez Volkswagen du design. Et j'ai quand même dit qu'effectivement j'étais content de recevoir ce prix de sa part, mais qu'il devait quand même savoir que je venais d'acheter une voiture sur le bon coin, un prix très bas, et que j'adorais. On a beaucoup rigolé sur ce sujet. Comme conclusion, le bon coin, c'est cool. Oui, je pense que c'est extraordinaire ce truc. Mais c'est vrai, moi j'achète mes baignoires sur le bon coin, mes voitures sur le bon coin, mes surfs sur le bon coin. Nous, je vous signale juste qu'on a des magasins, nous. Hein. Je sais. Histoire de tout casser. Je sais. Au revoir. Il y avait Internet et maintenant il y a le bon coin. Juste un truc, parce que je suis un petit dirigeant d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, juste parce que je suis admiratif de Rolf Elbon, Rolf Hay, puisque la marque Hay aussi, j'ai appris ils avaient tous les deux le même prénom. Et des fois, je fais des erreurs d'envoi, comme j'envoie de manière très instinctive des croquis, ou des fois, comme quand on tape Rolf sur son téléphone. Là, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, ça n'a pas beaucoup fait rire ni l'un ni l'autre. Et aussi il y a Magis, je crois, avec lequel... Ça c'est M, il y a moins de risques. Ouais, c'est italien. Comment se caractérise cette relation? Comment ça se passe? C'est exactement comme... moi je me sens un petit peu comme un acteur, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une certaine manière de dessiner les choses, de penser les choses. Par contre, c'est effectivement grâce au bon réalisateur, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intelligence collective qui fait que j'arrive à faire des bonnes choses et je ne suis pas poussé dans les mêmes retranchements par les uns et par les autres. Donc voilà, oui, c'est comme jouer dans un film avec des réalisateurs différents. Enfin, dans différents films avec des réalisateurs. Et pour moi, un bon acteur, c'est quelqu'un qui peut un jour faire rire aux éclats et dans une autre situation extrêmement sinistre et mélancolique. Un bon acteur, c'est quelqu'un avec une variété avec une palette large. C'est pas quelqu'un qui interprète sans cesse ou qui répète ce qu'on sait de lui, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez il n'y a pas de style Bourlec en fait. Je pense pas. Enfin, je pense qu'on peut voir un lien dans ces différentes. En fait, ça m'intéresse pas la question du style. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter la bonne réponse, et que ce soit touchant, que ce soit confortable, que ce soit léger, que ce soit empilable, que ce soit merveilleux, que ce soit... Il y a différentes manières d'arriver à ça, ou de ne pas y arriver d'ailleurs. Et donc je pense qu'on retrouve dans chacun de nos projets, que ce soit à l'échelle de la ville, des caractéristiques
un certain trait, un certain dessin, mais ça, en tout cas, ça m'intéresse pas du tout. Et ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, vu qu'on a un peu de succès, d'utiliser ce fond formel de commerce, certaines géométries, et de les modifier légèrement et d'en faire oui, une forme de grammaire et de la disperser sur différents sujets, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, mais j'espère quand même que c'est pas suffisamment, c'est pas trop chaotique pour devenir un travail qui n'a pas de lien. Je pense qu'il y a un lien dans tout ça, mais c'est notre force et notre faiblesse, c'est que je pense qu'il y a deux grands caractères créatifs. Il y a le caractère qui est celui de Picasso, par exemple, qui était quelqu'un qui était incapable de se concentrer, qui faisait plein de choses en même temps. Et sa vie est jalonnée de multiples recherches. Et d'autres, Mondrian, par exemple, qui faisait une toile par an, mais qui travaillait quand même 15 heures par jour pour la concevoir. Donc, il y a différents types de designers. Je suis un peu assez proche de Jonathan Ive, le designer en chef de chez Apple. Sa vie est concentrée sur quelques centièmes de millimètres et comment résoudre la courbe exacte du nouveau téléphone et la relation entre cette courbe et l'interface et comment on envoie une photo, quel geste on fait. Sa vie de designer se passe autour de la main, de la poche et de la fiction du transfert de ces données. Moi, ma vie se situe plus entre des bouts de bois, des morceaux de céramique, des morceaux de ville. J'aimerais avoir cette concentration et enfin faire sérieusement un truc, mais j'ai besoin de cette diversité d'approche. Vous disiez un bon projet, c'est un projet qui peut s'expliquer par téléphone? Alors je prends souvent ce truc à moi. En fait, c'est un vieux designer italien qui le dit, Vico Magistretti. Vico Magistretti. Et qui expliquait qu'en effet, un bon projet, c'est quelque chose qu'on peut expliquer au téléphone. Ça signifie qu'il est tellement limpide, et tellement clair, tellement juste que... Et donc je teste souvent mes idées, notamment quand je suis en train, quand ça coupe pas. J'essaie d'expliquer à mes assistants quelque chose que j'ai découvert. J'aimerais qu'ils en fassent très rapidement une maquette ou une 3D. Donc des fois, en général, quand l'idée est juste, la maquette que je retrouve le lendemain ou qu'ils me renvoient en photo est effectivement ce que je leur ai expliqué. Et dans le cas des idées les moins justes, c'est une interprétation tout à fait fausse. C'est de ma faute parce que le projet n'est pas suffisamment clair. Ronan, vous aimez la rigueur? Oui, je suis très bordélique. Par exemple, je me décris. C'était la meilleure question, celle-là, c'est la fin. C'est juste pour nous mettre un peu en valeur, quoi. On a démarré à l'heure, on finit à l'heure. Vous êtes impressionné? Oui, je suis. Bravo. Ouais, merci. Bravo, Stéphane. Vous êtes bien senti avec nous, c'était bien? Oui, je suis très. Les Toulousains sont cool? Je suis très, très content d'être là. Donc il y a certainement des questions qu'ils auront l'occasion de poser parce que j'ai un engagement de temps qui permet vis-à-vis du traiteur, etc. Donc j'imagine que vous êtes complètement invités à boire un petit verre avec nous et bien sûr échanger avec Ronan. On a laissé venir les journalistes à midi, comme ça ce soir c'est plutôt vous qui êtes les invités d'honneur. Je voulais remercier une nouvelle fois donc Toulouse, Ronan bien sûr et mes équipes pour lesquelles à chaque fois je demande beaucoup d'investissement. Merci Marie, merci Sophie, merci Isa et merci à toute l'équipe. Je ne vais pas citer tout le monde, sinon ça fait un peu fête de famille. Je suis content de voir que tout ce que vous faites, Ronan, on peut le distribuer à travers Odos, à travers Train Toto et à travers Kansei. J'avais juste envie de faire un petit clin d'œil à un truc qui me paraissait important. C'est que, puisque j'ai ici le maire de Toulouse, je me suis juste imaginé ce matin, avant de partir, je me suis dit, de quoi tu rêves en fait de cette histoire? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Alors bien sûr que ça se passe bien et que vous preniez du plaisir tous ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'envisage de vivre dans cette ville le plus longtemps possible, bien sûr. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir traverser Toulouse
pense que Jean-Luc a déjà compris ce que je vais dire, en me disant que je vais traverser un square ou un endroit qui aura été designé par Ronan et Erwan Bourlec. Je dois répondre. Ouais. Vous n'êtes pas le client dans ce cas-là. Enfin, Non, ce qui se passe souvent, c'est que nos objets existent, qu'on le veuille ou non, dans différentes villes et qu'on les voit apparaître parce qu'ils sont reproduits et utilisés pour ce qu'ils sont. C'est vrai que pour l'instant, ce début de... Je me pensais plus malin que je ne suis, je pensais que ces projets de ville seraient plus faciles et je rencontre un sens politique extraordinaire, je crois, donc c'est assez difficile je ne suis pas du tout formé à la discussion en fait dans les villes, donc je ne sais pas très bien si je pense qu'on a des idées, mais c'est un type de travail qu'ont les architectes notamment, ils sont formés pour ça et ont la patience. Donc je sais pas très bien si... Et d'autre part, on a un tout petit atelier, on est très peu, on est quelques-uns, j'aime pas être entouré de beaucoup de monde. Ce type de projet nécessite d'autres structures que j'ai pas du tout envie d'avoir. Donc c'est vrai que dans le cas de Miami, par exemple, on a trouvé sur place architectes qui ont suivi le projet selon nos exigences, et on est extrêmement exigeants, mais c'est pas forcément facile de trouver ville par ville des bons interlocuteurs. ils sont là, je vous assure. Ils sont là, j'en suis sûr. Si c'est que ça le problème, on va trouver, Renan. D'accord ? Voilà, donc messieurs, dames, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. On vous offre un petit verre de l'amitié juste dans la sortie. Ben, on les fera tout à l'heure.